Bonjour mes chers quatrièmes, aujourd'hui nous allons étudier la prise de la Bastille en date du 14 juillet 1789 dans la ville de Paris. Avant de débuter la prise de la Bastille, il est important de revenir un petit peu sur le contexte parisien. Depuis l'ouverture des États généraux le 5 mai 1789, Paris reste aux aguets des nouvelles de Versailles. Paris est la plus grande ville du royaume de France. Elle compte plus de 500 000 âmes. Vous voyez ici d'ailleurs un plan qui a été représenté par Michel-Étienne Turgot, prévôt des marchands, qui a été réalisé en 1734 au départ et qui a été gravé en 1739. Elle est un document extraordinaire pour les historiens et elle permet également de voir que la ville de Paris est beaucoup plus petite que celle que nous connaissons actuellement. Vous voyez sur le plan de droite le Paris sous la Révolution. D'ailleurs, la partie jaune indique le Paris actuel. Donc vous voyez une ville beaucoup moins importante en termes de superficie et en termes de bâti urbain. Ce qui va être important, c'est de bien comprendre justement d'où partent les informations qui vont amener le peuple de Paris à prendre la Bastille. Alors qu'est-ce qui provoque la colère des Parisiens sur ce mois de juillet 1789? D'abord, trois causes. La première est la crise économique. Depuis le 9 juillet, il y a des tensions très importantes entre des Parisiens, des brigands, qui s'attaquent aux symboles royaux, notamment aux portes d'entrée de la ville de Paris, qui représentent justement un frais de douane pour toute marchandise rentrant sur le territoire parisien. De plus, l'actualité de Versailles inquiète les Parisiens. Le 11 juillet 1789, d'ailleurs on le voit dans l'extrait du film, Necker présente sa démission à Louis XVI, qui l'accepte. Le renvoi de Necker va finalement être l'élément déclencheur de ce mouvement insurrectionnel qui va déboucher un mouvement révolutionnaire, cette fois-ci non pas des élites, mais du peuple. Qui appelle à l'insurrection? L'information, rappelez-vous, ce que nous avions déjà vu en cours, circule de manière totalement différente de la nôtre aujourd'hui. C'est-à-dire que l'information, elle circule soit par la presse, qui est encore très limitée dans ce Paris du XVIIIe siècle, même s'il y a déjà des journaux qui apparaissent, mais qui sont toujours surveillés par la censure royale. C'est souvent les témoins des affaires de Versailles qui rapportent les informations par l'oralité et ensuite par l'écrit. Camille Desmoulins, que vous voyez ici sur un portrait anonyme datant du XVIIIe siècle, est un jeune avocat et aussi un jeune journaliste. Il suit attentivement les États généraux de Versailles depuis le 5 mai 1789 et il a connaissance justement du renvoi de Necker le 11 juillet 1789. Il va donc réunir la foule dans les jardins du Palais Royal devant le café de Foix le 12 juillet 1789, donc un jour après le renvoi, et il va, comme on le voit d'ailleurs dans le film, de manière assez réaliste, debout sur une table de café, pistolet dans chaque main, il va ce qu'on appelle haranguer la foule, et voilà ce qu'il dit, ce qui est rapporté dans les témoignages. Monsieur Necker est renvoyé. Ce renvoi est le Tosquin d'une Saint-Barthélemy des patriotes. Ce soir, tous les bataillons suisses et allemands sortiront du champ de Mars pour nous égorger. Il ne nous reste qu'une ressource, c'est de courir aux armes et de prendre les cocardes pour nous reconnaître. Pourquoi les Parisiens attaquent-ils la Bastille? D'abord, il faut savoir, la foule des émeutiers, dans ce mouvement un peu de panique et de rumeurs, donc ces bruits qui courent sans vérification, les émeutiers d'abord exigent la baisse du prix des grains et notamment du pain, élément élémentaire dans l'alimentation des Parisiens depuis le Moyen Âge. Mais une nouvelle rumeur circule dans Paris qu'au couvent Saint-Lazare et à la Bastille seraient entreposés des stocks de grains. Donc, il va y avoir d'abord un premier mouvement des Parisiens qui va dans cette dynamique, celle de donner à manger au peuple. Dans le film, c'est plutôt la rumeur d'un massacre des troupes du roi qui, depuis le renvoi de Necker, va inciter les Parisiens à se défendre. Donc les Parisiens veulent surtout récupérer, et là, juste titre, la poudre qui se trouve à l'arsenal de la Bastille. Depuis les années 1786, on a eu un arsenal bien fourni qui permet justement à la Bastille de pouvoir se défendre en cas de menace sur l'ordre parisien. Sur cette diapo, je vous réexplique un petit peu
le rôle de la Bastille. La Bastille, elle est en 1789 une prison royale. Mais en réalité, elle a été pendant très longtemps une forteresse, symbole du pouvoir monarchique, du pouvoir royal. C'est une forteresse urbaine qui a été créée au Moyen Âge. Elle a été d'ailleurs réalisée entre 1370 et 1383 sous le règne de Charles V. D'ailleurs, nous voyons une représentation sur le plan Truchet et Oyot de 1550 qui montre déjà la Bastille au cœur justement de la ville de Paris. D'ailleurs, les deux autres représentations sont beaucoup plus récentes, elles datent du XVIIIe siècle, donc une façade orientale dessinée justement pendant la Révolution française pour se souvenir de cet événement important. Donc la Bastille est un symbole de la monarchie, transformée en prison royale. D'ailleurs, en juillet 1789, elle n'est défendue que par 32 soldats suisses détachés du régiment de Salis-Allemande et 80 vétérans invalides de guerre. Alors, quand les dizaines de milliers de Parisiens se dirigent en direction de la Bastille, ils vont rapidement découvrir une forteresse qui s'est déjà organisée pour sa propre défense. Je rappelle que le gouverneur de Launay, Bernard-René Jourdan, marquis de Launay, né en avril 1740 et mort le 14 juillet, va en effet anticiper. Il est en poste depuis 1776, il connaît finalement assez bien le contexte parisien et il a senti depuis quelques jours qu'il y avait un mouvement insurrectionnel. Donc dans la nuit justement du 12 au 13, il fait basculer les réserves de poudre dans un lieu sûr, toujours dans la Bastille. Lorsque les Parisiens et Parisiennes arrivent devant la Bastille, Delaunay va accepter ce qu'on appelle des pourparlers avec deux délégués de l'hôtel de ville. S'ensuit une négociation qui va être difficile. Dans le film, on a plutôt l'impression que Delaunay est quelqu'un de conciliant. En réalité, selon les sources et les témoignages, Delaunay refuse de remettre à la fois les armes et la poudre aux Parisiens. Il ne veut pas en effet arriver à une scène violente, c'est-à-dire faire tirer sur la foule, mais il explique justement aux délégués que s'il était attaqué, il serait obligé de se défendre. On l'a bien vu dans le film, il y a un moment d'incompréhension qui me semble assez intéressant sur justement cette reconstitution historique, où lorsque les pourparlers justement s'éternisent, la foule l'interprète d'une autre manière. Elle s'impatiente tellement que certains vont réussir à rentrer dans ce qu'on appelle la cour extérieure de la forteresse. Ensuite, un petit groupe va casser les chaînes de sécurité du pont-levis. D'ailleurs, c'est la scène que nous voyons avec l'entrée du peuple dans la cour extérieure de la Bastille. Les échauffourées commencent dans l'après-midi du 14 juillet. À partir de 14 heures, la Bastille se défend directement sur le peuple parisien. On déplore des centaines de victimes du côté justement du peuple en révolution. Et on va avoir arrivé justement une milice de citoyens armés organisée à Paris pour maintenir l'ordre. C'est ce qu'on appelle la garde nationale, que vous avez ici dans cette représentation réalisée par Jean-Baptiste Le Sueur, dessinateur qui est né en 1749 et qui est mort en 1828. Cette représentation de la garde nationale, titrée d'ailleurs Suite de l'armée parisienne, symbolise les nouveaux uniformes reprenant les trois couleurs de la ville de Paris, le bleu, le blanc et le rouge. Alors, les deux couleurs en fait originales sont le bleu et le rouge. On rajoutera le blanc justement pour rappeler que le roi est prisonnier au sein de Paris par la suite de la Révolution. L'intervention de la garde nationale permet justement de faire basculer cette bataille urbaine du côté des insurgés. C'est-à-dire que quand nous voyons ces deux peintures exceptionnelles, d'ailleurs elles ont un point commun, elles ont été réalisées finalement l'année qui suit la prise de la Bastille pour à la fois immortaliser cette scène héroïque qui remet le peuple en scène. On voit d'ailleurs sur ces peintures qui semblent quand même assez réalistes, peut-être les peintres étaient-ils présents lors de cette scène, ou alors se sont-ils appuyés sur des témoignages. On voit ici, sur la peinture de gauche, l'arrestation du gouverneur de la Bastille, en fin d'après-midi, et sur la peinture de droite, nous voyons le peuple rentrer justement dans la cour extérieure avec la Bastille qui se défend.
Ces scènes sont assez intéressantes car elles ont un trait de peinture assez similaire, pourtant elles ne montrent pas la même chose. Nous voyons bien que cette scène de guérilla urbaine a été très violente, vu à la fois des cadavres, mais aussi des destructions matérielles. Pendant très longtemps, la prise de la Bastille a été aussi assimilée à la libération des prisonniers. En réalité, le 14 juillet 1789, selon les archives nationales, il y avait très peu de prisonniers. On n'en recense finalement que 7. Auguste Claude Tavernier, qui avait tenté d'assassiner Louis XV, est enfermé depuis 1759. Ça fait donc plus de 30 ans qu'il est enfermé à la Bastille. Ensuite, il y avait un noble, le comte Jacques-François Xavier de Malleville, qui lui est atteint de folie. D'ailleurs, c'est la référence lors du repas, celui qui finalement se donnerait l'impression d'être un César. D'ailleurs, on voit que dans l'extrait du film, il y a un écart avec la réalité historique. Il y a également un autre noble, le comte de Solage, emprisonné depuis 1794 à la demande de son père pour des actes monstrueux. Et puis on a 4 faux monnayeurs. Je rappelle que les monnayeurs étaient déjà de mise, c'est-à-dire des fausses pièces, une fausse circulation de monnaie. D'ailleurs, ces 4 personnages seront rapidement portés disparus lorsqu'ils seront libérés. Ils vont se diluer dans la masse des Parisiens, tandis que les 3 nobles, enfin les 2 nobles du moins, seront eux exposés par le peuple parisien comme la victoire de la liberté sur l'oppression. Ah, tu fais pas de bruit si on coupe la télé. C'est clair? Alors quel est le sort du gouverneur de Launay? Alors l'après-midi qui a été très violente a intensifié, je dirais, la colère des Parisiens. Lorsque celui-ci se rend avec la garnison, il a été dit dans les pourparlers qu'il serait sain et sauf. Mais en réalité, les Parisiens, alors qu'il est à ramener vers l'hôtel de ville, Delaunay est roué de coups, massacré à coups de sabre. D'ailleurs, on dit qu'il a été décapité au couteau par l'aide cuisinier d'Hainaut. Sa tête est mise au bout d'une pique, d'ailleurs, que nous voyons très bien dans le film, où les Parisiens sont en train de danser gaiement la victoire qu'ils ont eue sur le symbole du pouvoir royal. Ça, c'est bien attesté dans les sources, car la tête de Launay est promenée au bout d'une pique dans les rues de la capitale jusqu'au Palais Royal. D'ailleurs, Palais Royal qui était le départ justement du mouvement insurrectionnel. D'ailleurs, nous voyons sur cette gravure de 1789 qui dépeignent des soldats et des miliciens portant les têtes de Jacques de Flesselles et le marquis de Delaunay. Alors Jacques de Flesselles, pour la petite histoire, c'est celui qui a organisé finalement la garde nationale et qui sera perçu en fin de journée par les Parisiens comme traître à tort. Alors cette journée mémorable du 14 juillet, elle va être importante pour le peuple de Paris. À plus de 13 km de là, à Versailles, Louis XIV n'en a pas connaissance dans la journée. D'ailleurs, il inscrit dans son journal intime la mention rien, car il est revenu de la chasse. Ce journal intime, en général, était composé de ses activités de chasse, de réception, de cérémonies civiles, religieuses ou de voyage. De plus, ce même carnet permettra à l'historien de prendre conscience également de la volonté de Louis XVI d'aller à Paris le 17 juillet, notamment pour essayer de calmer les mouvements insurrectionnels des Parisiens. Louis XVI n'aura connaissance que de la prise de la Bastille dans la nuit du 14 juillet. D'ailleurs, on le voit, il est réveillé. Alors, la fameuse phrase qui serait prononcée par le duc de La Rochefoucauld aurait été prononcée plutôt le lendemain du 15, mais on voit que par des soucis à la fois de rendre dynamique le film, il y a une petite modification de la réalité historique. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux saisir les enjeux de la Révolution française. Je vous enverrai évidemment les travaux en fin de journée pour les vacances. N'hésitez pas à me poser des questions et j'espère vous retrouver de manière cette fois-ci plutôt classique. Bon courage à vous. Au revoir.